Tony Beats est arrivé au Canada avec seulement 200 $ en poche. Aujourd'hui, il possède un empire minier de 20 millions de dollars et passe ses vacances dans un appartement de luxe en bord de mer au Mexique. Mais voici ce que les caméras de Gold Rush n'ont jamais montré. Pendant la saison minière, il dort sur un canapé et son réfrigérateur ne contient que du lait chocolaté. Il a incendié un étang, ce qui lui a valu 31 000 $ d'amende pour un simple rituel viking. Et le plus choquant, c'est qu'il a refusé de suivre les consignes de Discovery et est devenu le mineur le mieux payé de l'émission. Bref, voici l'histoire d'un homme qui a bâti son luxe à sa manière, sans scrupules. Tony Beats est né le 15 décembre 1959 à Wideness, un village néerlandais plongé dans le froid. Cet hiver-là fut terrible. La température descendit jusqu'à moins 8 degrés Celsius sous la mer et décima près d'un quart du cheptel de la région. Sa famille comptait 4 enfants et Tony était le 3e. Son père possédait 52 vaches et peinait à en tirer 2 guilders par vache et par mois. Dès l'âge de 5 ans, Tony se levait avant l'aube pour traire les vaches, ses petites mains se couvrant d'ampoules à force d'essayer d'agripper les dents gelées. Il faisait cela tous les jours avant l'école pendant 8 années consécutives. La plupart des années, il manquait plus de 40 jours d'école à cause des urgences de la ferme. Il privilégiait déjà le travail à tout le reste. Leur maison était minuscule, à peine 89 mètres carrés pour 6 personnes. Tony dormait dans le même lit que ses 2 frères jusqu'à l'âge de 14 ans. Ses parents travaillaient plus de 14 heures par jour pour faire tourner la ferme. Les vaches donnaient environ 847 litres de lait par jour pendant la meilleure saison. Mais une fois déduits les coûts de l'alimentation, les frais vétérinaires et les réparations, la famille parvenait à peine à joindre les 2 bouts avec 240 guilders par mois. Ce n'était pas suffisant. Sa mère s'est effondrée 2 fois pendant la saison des vélages. Elle a dû être hospitalisée 1 fois. Chaque jour était identique. Nettoyer 50 stalles, transporter plus de 2 tonnes de foin par semaine et gérer les décès de vaches dont les soins coûtaient près de 2 guilders. Son père a souffert d'arthrite à 45 ans. Ses doigts étaient déformés par des années de traite. Le surplus de fromage vendu ne rapportait que 180 guilders par mois, bien loin du compte. À 12 ans, Tony a fait un geste qui a choqué toute la ville. Il refusa d'assister aux cours de confirmation à l'église. Tout le monde y allait, mais Louis, il voulait travailler. Cette année-là, il commença à conduire un tracteur Massey Ferguson de 1965 qui valait plus que les économies annuelles de sa famille. Il avait un don pour les machines. Il pouvait écouter un moteur et en diagnostiquer la panne. Un jour, il a même réparé un système hydraulique défectueux avec des bouts de métal et du fil de fer. Puis survint un grave accident. En mars 1972, une vache lui donna un coup de sabot dans la poitrine. Il se cassa 2 côtes et souffrit d'une hémorragie interne. Il passa 6 jours à l'hôpital. La facture s'élevait à 420 guilders, ce qui pesa lourdement sur les finances familiales. Son père n'était pas seulement en colère à cause de l'argent. Il était furieux que Tony soit entré seul dans l'étable. Mais cette audace allait devenir une habitude. À 16 ans, Tony tomba amoureux d'une fille nommée Minnie. La ferme de sa famille se trouvait à seulement 340 mètres. Mais leur famille se détestait. Son père lui avait interdit de voir les garçons de la Beat Generation après que le frère de Tony eût été surpris en train de voler des pommes. Mais ils se retrouvaient en secret dans le grenier d'une vieille grange. Ils griffèrent même leurs initiales dans le bois à près de 5 mètres de hauteur. Quelques mois plus tard, ils rêvaient de s'enfuir au Canada. Début 1977, lorsque Minnie crut être enceinte, leur relation faillit être compromise. Elle avait 43 jours de retard. Cette frayeur convainquit Tony que la vie à la ferme n'avait rien à lui offrir. En 1978, il fit ses calculs. La ferme avait généré 480 guilders cette année-là, mais les coûts dépassaient les 12 000. Il ne restait donc qu'un peu plus de 250 guilders de bénéfices. Le prix du diesel avait triplé depuis le choc pétrolier. Le prix du lait était resté bloqué à 0,68 guilders le litre pendant 3 ans. Le salaire de Tony n'était que de 500 guilders par mois, moins que le salaire minimum. Mais son père ne pouvait pas payer davantage. Lorsque leur meilleure vache mourut d'une mamite et qu'ils n'eurent pas les moyens de la remplacer, Tony vit son père pleurer à cause des chiffres. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Il découvrit que les ouvriers agricoles canadiens gagnaient plus du double de son salaire. En 1980, il fit ses valises et partit. Tony et Minnie arrivèrent à Abbotsford, au Canada, avec seulement 200 $. Ils ne parlaient pas un mot d'anglais.
Son premier emploi fut à la ferme Pacific Mushroom Farms. L'endroit était horrible. De longues journées de travail dans des pièces sombres et sans fenêtres qui empestaient de la pourriture. L'air empestait l'ammoniac et des rats grouillaient dans le compost. Il gagnait 350 $ de l'heure. Many, on cent, trier des champignons pour encore moins. Ils vivaient dans un sous-sol froid et dormaient emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver. Tony ne savait pas lire les panneaux d'avertissement et a failli se faire écraser par un chariot élévateur. Au bout de 8 mois, ils avaient tous deux perdu 14 kg et ont songé à abandonner. Mais ils ne l'ont pas fait. Puis survint un tournant. En mars 1982, alors qu'ils travaillaient sur un chantier à Vancouver, un échafaudage s'est effondré pendant une tempête. Tony a fait une chute de 9 mètres et s'est fracturé le crâne. Il a passé 6 jours à l'hôpital. L'indemnisation pour blessure s'élevait à 10 $, une somme qui a changé sa vie. Mais ce qui l'a le plus choqué, c'est que l'entreprise ait ignoré les avertissements de sécurité. 3 autres travailleurs avaient signalé des problèmes avec l'échafaudage et personne ne s'en était soucié. Cette expérience a engendré chez Tony une profonde méfiance envers l'autorité. Il a utilisé l'argent pour acheter un camion et des outils. Il s'est juré de ne plus jamais travailler pour quelqu'un de ce genre. Tony a déménagé en Alberta et a trouvé un emploi sur une plateforme pétrolière. Le salaire était correct, 15 $ de l'heure, mais le travail s'est rapidement raréfié. Fin 1984, le prix du pétrole s'effondra, passant de 34 $ la bouteille à 10 $ le baril. Tony perdit son emploi, comme 85 autres personnes. Leur loyer s'élevait à 500 $ par mois et ils avaient désormais 3 enfants. Minnie travaillait 2 services dans un restaurant. Ses mains étaient constamment brûlées par la graisse chaude. Tony mit en gage tout ce qu'il possédait, même leurs alliances. Il chauffait les biberons à la bougie. Puis, la veille de Noël, leur propriétaire leur remit un avis d'expulsion. Ce soir-là, Tony décida de partir vers le nord. Il prit la route pour Dawson City au volant d'une vieille camionnette Ford DeMille, 976 affichant plus de 320 km au compteur. Il avait 200 $ en poche. Son camion tomba en panne 6 fois sur la route de l'Alaska. Une fois, les freins lâchèrent sur un col verglacé. Il le répara avec des cintres métalliques et du ruban adhésif. Arrivé en ville, il demanda du travail à tous les camps miniers. Bien qu'il n'y connaisse rien à l'extraction de l'or, on se moqua de lui. Mais son habileté avec les engins lourds lui permit d'être embauché à Guggenheim Creek pour 12 $ de l'heure. Dès son premier jour, il fonça avec un bulldozer dans une caisse en pierre et causa 3,0 $ de dégâts. Au lieu de démissionner, il travaillait 16 heures par jour pour compenser. Ils l'ont gardé. Ce premier hiver a failli lui coûter la vie. Il vivait dans une vieille caravane dont les murs étaient calfeutrés avec du papier journal. La température intérieure descendait à moins 20 degrés Celsius. Il faisait moins 45 degrés Celsius. Le chauffage tombait sans cesse en panne. Il dormait avec toutes les couches de vêtements qu'il possédait. Une nuit de janvier 1985, il s'est retrouvé coincé dehors pendant une tempête de neige alors qu'il réparait un générateur. Ses mains ont gelé. 3 de ses doigts sont devenus noirs. L'infirmière a dit qu'il fallait l'évacuer par avion pour éviter une amputation. Mais Tony n'en avait pas les moyens. Il trimpa ses mains dans de l'eau chaude pendant des semaines. Il perdit la sensibilité de 2 doigts. Il se nourrissait principalement de haricots et perdit 18 kilos. Minnie était terrifiée à l'idée qu'il ne survive pas jusqu'au printemps. Puis, un événement inattendu se produisit. Il gagnait 200 $ par semaine en travaillant sur le matériel d'une équipe minière. Lorsque leur excavatrice principale tomba en panne, Tony récupéra des pièces sur des machines abandonnées. Il la répara en 2 jours. Cela sauva la saison de l'équipe, qui rapportait 150 $. Ils doublèrent son salaire. Il comprit alors que ses compétences en mécanique pouvaient le rendre riche. En 1986, il loua sa première concession pour 5,0 $ près de Bonanza Creek. Il en extraya 21 d'or, soit environ 8 $. Mais les crues printanières emportèrent son abri et la moitié de son matériel. Il perdit 4,0 $. Ce fut une dure leçon. La nature était indifférente à tous les efforts. L'année suivante, il s'associa avec un certain Jake Morrison. Jake avait des rapports d'or impressionnants. Tony y investit toutes ses économies, soit 20 $, mais les chiffres étaient falsifiés. Ils ne trouvèrent quasiment pas d'or. Jake avait déjà escroqué 2 autres mineurs de la même manière. Tony l'a affronté dans la rue et l'a traîné en justice. Il a tout perdu et a dû se déclarer en faillite. Sa réputation en a pris un coup, mais les mineurs locaux qui connaissaient de la vérité continuaient de le respecter.
En 1988, il travaillait pour Big Al McGregor. Tony a remarqué que de l'or fin s'échappait à travers les grands tamis. Il a conçu un système de tamis à 3 étages qui a amélioré la récupération de 30%. Louis a versé $50 de prime cette année-là. Mais Tony ne tolérait pas la paresse. Il a renvoyé 3 ouvriers pour consommation d'alcool au travail. On a commencé à le percevoir comme un homme de poigne. En 1989, les températures chutèrent jusqu'à moins 50 degrés Celsius. La plupart des opérations furent interrompues. Mais l'équipe de Tony avait une dernière veine riche à exploiter. Il effectua lui-même les réparations par soudure, portant 3 paires de gants. Il construisit un système de chauffage à l'aide de brûleurs diesel pour empêcher les machines de geler. Ils extrairent 150 onces d'or, d'une valeur de $60. Tony en garda la moitié. Il utilisa cet argent pour acheter une pelle mécanique Caterpillar 225 d'occasion. Ce moment fit de lui un véritable propriétaire, et non plus un simple ouvrier. En 1990, Tony Beats n'avait que 31 ans lorsqu'il racheta Tamarack Incorporated pour 1,2 million de dollars. On le prenait pour un fou. Il a contracté des prêts à des taux d'intérêt exorbitants juste pour conclure l'affaire. La société possédait 10 concessions minières sur 200 hectares, ce qui semblait prometteur. Mais moins d'1 an plus tard, Tony a découvert que les anciens propriétaires avaient des dettes cachées. 800 $ de prêts pour du matériel impayé, des charges sociales non réglées et des amendes environnementales toujours en suspens. Il était déjà dans une situation désespérée. Pour s'en sortir, il a vendu sa maison, travaillé près de 18 heures par jour et investi toutes ses économies dans l'entreprise. Certains soirs, il avait envie d'abandonner, mais il persévérait. Beaucoup d'autres aussi. C'est ce qui a permis à Tamarack de survivre. En 1991, il prit un risque considérable à Scribner Creek. Il investit $200 dans la modernisation de la station de lavage, soit pratiquement toutes ses économies. Au début, tout semblait fonctionner. Il extraya $400 d'or, soit environ 160 $ à l'époque. Mais la situation se dégrada rapidement. Le terrain le trahit. 2 bulldozers, d'une valeur de 80 $ chacun, furent engloutis par des dolines lorsque le pergélisol commença à se déplacer. Tony et son équipe ont tenté de les dégager, mais les 2 machines étaient complètement hors d'usage. Cette saison fut éprouvante, mais elle lui apprit des choses qu'aucun livre n'aurait pu lui apprendre, notamment sur le sol gelé du Yukon et sur la manière de ne pas lutter contre lui. En 1992, le prix de l'or chuta à 350 $ l'once. La panique s'empara des gens. Past Tony, il y vit une opportunité. D'autres mineurs, désespérés, vendaient leurs concessions pour une bouchée de pain. Il en acheta 5 nouvelles pour seulement 2 $ l'acre, alors qu'elles coûtaient habituellement plus du double. Cette initiative fit de Tamarack la 3e plus grande exploitation minière du Yukon. Mais tout le monde n'était pas content. Ses concurrents l'accusèrent d'exploiter leurs terres. Certains portèrent même plainte, mais sans suite. Cela ne fit qu'accroître la notoriété de Tony. Certains le traitèrent de requin, d'autres d'intelligent. 1 an plus tard, en 1993, des problèmes surgirent de l'intérieur. Un groupe de 12 ouvriers sabotait secrètement l'exploitation depuis des mois, endommageant le matériel et détruisant les systèmes de récupération de l'or. Tony perdit 50 $ avant de s'en apercevoir. Lorsqu'il les congédia tous d'un coup, la situation dégénéra. Ils ont vandalisé pour 30 $ de machines. Il a engagé des gardes à 500 $ par jour pour assurer la sécurité du site. À court d'autres solutions, il s'est tourné vers sa famille. Minnie a pris en charge la comptabilité. Des membres de la famille ont occupé des postes clés. La nouvelle équipe lui a permis d'économiser 100 $ en salaire. Cette saison s'est terminée avec 600 onces d'une valeur de 240 $. Une équipe plus réduite, un plus grand dévouement, de meilleurs résultats. Puis vint 1994. Tony prit le plus gros risque de sa carrière. Il loua Paradise Hill pour 500 $. Puis il investit 300 $ supplémentaires dans des installations de triple lavage. La récompense, un $0 en une seule saison, soit 400 $ en or. Mais cela n'a pas duré. Une mine voisine a connu une fuite de cyanure. Le poison a contaminé la source d'eau de Tony. Les poissons sont morts. Son matériel s'est arrêté pendant 3 semaines. Plus rien ne bougeait. Le nettoyage et les systèmes de secours lui ont coûté 150 $. Il était furieux. Non seulement des dégâts, mais aussi contre le gouvernement, qu'il tenait pour responsable d'avoir laissé faire une telle chose.
Dès lors, il a construit son propre système de recyclage de l'eau pour que personne ne puisse plus jamais l'empêcher de travailler. En 1995, Paradise Hill était devenu son seul et unique projet. Tony a investi $1 million dans une immense station de lavage de déchets. Il l'a fait fonctionner seul, jour et nuit, pendant 72 heures d'affilée, sans dormir, seul avec la machine. C'est alors que tout a basculé. Des émanations de diesel ont envahi la zone. Tony a perdu connaissance, intoxiqué au monoxyde de carbone. Il a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont déclaré que cela aurait pu lui causer des dommages permanents. Il a survécu et Paradise Hill a récolté $1/211, soit $490. Il a ensuite dépensé $25 supplémentaires pour améliorer la ventilation, jurant de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Un an plus tard, il acheta les concessions d'Indian River pour $750. Le terrain recelait d'anciens lits de rivière riches en or. Tony tenta une approche audacieuse. Il utilisa des canons à eau à haute pression, des tirs de 2,0 PSI pour percer le pergéle isolé. L'opération fut un succès. En 6 mois, ils extrairent un lingot de 500 onces d'une valeur de $600. Mais soudain, ce fut la catastrophe. L'une de ses meilleures excavatrices, d'une valeur de $300, s'enfonça dans la boue molle causée par les tirs de mine. Tony passa 3 semaines à la dégager à la main, à l'aide de petits outils, par un froid glacial. Il parvint à la récupérer, mais les réparations lui coûtèrent $50 supplémentaires. Cette erreur lui apprit à quel point les terrains meubles pouvaient être dangereux, même avec du matériel performant. En 1997, la situation prit une tournure personnelle. Son fils Kevin, âgé de seulement 6 ans, claqua la porte après une dispute. Tony l'avait réprimandé lors d'un quart de travail difficile et Kevin démissionna sur le champ. Ils ne se parlèrent pas pendant 6 mois. Ce fut une période très difficile. Mais au fil de la saison, Indian River produisit 2,0 onces, soit $800. Pendant ce temps, une grave pénurie de carburant frappa la région. Un blocus imposé par les Premières Nations interrompit les livraisons de diesel. Le site de Tony fut à sec pendant 3 semaines. Le ravitaillement en carburant par avion coûta $50 de plus que d'habitude. Dès lors, il constitua systématiquement des réserves et renforça ses liens avec les communautés locales. L'année 1998 apporta un nouveau défi, la construction d'un réseau routier de $400 pour desservir de nouvelles zones de Paradise Hill. Pour fêter cela, il conduisit lui-même le premier camion. Puis vint le printemps. Des inondations d'une violence inouïe s'abattirent sur le site. L'eau engloutit pour $2 millions de matériel. Tout disparut sous plus de 2 mètres d'eau. Tony ne se laissa pas abattre. Il investit $200 dans des pompes et entreprit le drainage. Il lui fallut 5 semaines, mais il parvint à sauver la majeure partie du matériel. Cette année-là s'acheva tout de même avec $250, soit $1 million. Après cela, il déplaça tout sur un terrain plus élevé et installa des alarmes anti-inondation. Puis vint 1999, la meilleure année à ce jour. Tamarack produisit 3,011, soit $1,2 million. Mais lors d'un audit, on constata la disparition de $100 d'or. Les caméras révélèrent le voleur, Jake Morrison, un mécanicien en qui Tony avait une confiance absolue. Jake volait de l'or depuis 6 mois et le revendait à Dawson City. Tony était anéanti. Jake fut condamné à 18 mois de prison. Tony jura que désormais, seuls les membres de sa famille seraient admis dans son cercle intime. En 2010, il stupéfia de nouveau tout le monde en achetant une vieille drague Viking des années 1930 pour $1 million. Elle n'avait pas fonctionné depuis 30 ans et la plupart la jugeaient bonne pour la casse. Il la fit démonter en plein hiver, alors même que les températures atteignaient la limite des 40 degrés Fahrenheit. 2 entreprises qui l'avaient engagé firent faillite en tentant de gérer le chantier. Certaines pièces nécessitaient une restauration complète. Il termina l'année avec un $250,000 de dettes supplémentaires et hypothéqua même Paradise Hill. Beaucoup considérèrent cet achat comme sa pire décision. En 2011, le remontage a commencé. Le projet coûtait désormais $2 millions. En août, la drague a produit 500 tonnes, soit $200. Mais le 12e jour, un incident s'est produit. L'énorme chaîne de godet s'est rompue et a coulé dans le fleuve. La chaîne pesait 8 tonnes. Tony a dû engager des plongeurs et des équipes de récupération pour un coût de $150,000. Il a plongé lui-même malgré une faible profondeur.
Cet incident a retardé les opérations de 3 semaines, entraînant une perte de production de 75 000 $. La chaîne a dû être entièrement reconstruite. En 2012, la drague a finalement fonctionné correctement. L'entreprise a généré entre 0 et 400 000 $ de revenus, à moindre coût que les stations de lavage. Mais Tony a commis une erreur fatale. Il a déversé 50 gallons d'essence dans le bassin de dragage et y a mis le feu par jeu. Les autorités ont ordonné la fermeture de l'entreprise. Les poissons sont morts. Il a écopé d'une amende de 75 000 $ et a perdu 6 semaines de travail. Au final, l'affaire lui a coûté 180 000 $ de pertes et de démêlés judiciaires. L'année 2013 a été à nouveau synonyme de profit. La Drag Viking a produit 2,011, soit 8,0 $. Mais le moteur principal a rendu l'âme en juillet. L'huile n'avait pas été changée depuis trop longtemps. La remise en état du moteur a coûté 85 000 $. La production s'est arrêtée pendant 1 mois, entraînant une perte supplémentaire de 300 000 $. Tony vivait sur la drague, dormait près du moteur et l'a reconstruit avec Mike. Il a perdu 11 kg pendant cette période difficile. Puis, en 2014, tout a basculé. Le Viking a extrait 542 litres de pétrole, soit 10 millions de $. Une seule journée, la drague a rapporté 1,3 kg, mais la corrosion a failli la détruire. La coque en acier s'était amincie de 40%. Tony a dépensé 400 000 $ pour la réparer. Il a soudé lui-même de nouvelles plaques par moins 30 degrés Celsius. Il a eu des engelures à 3 doigts, mais a refusé d'embaucher de l'aide. Après cela, la Viking devint la seule drague de ce type encore en activité en Amérique du Nord. Derrière tout cela, il y avait Minnie. Elle gérait leur budget annuel de 5 millions de $ avec Razor Precision. En 2000, lorsque leur excavatrice principale tomba en panne, elle en loua une nouvelle pour 200 $ sans en parler à Tony. Cela sauva leur saison. En 2002, excédée par ses horaires à rallonge, elle partit pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'ils promettent d'embaucher davantage de personnel. Même Tony avait ses limites, et beaucoup en fixaient. Monica devint la plus jeune conductrice de bulldozer du Yukon à Seas Ends, gagnant 80 000 $. En 2010, elle choqua tout le monde en s'enfuyant pour se marier. Quand elle est revenue enceinte et a exigé son poste, Tony était furieux. Mais lorsqu'elle a amélioré la production d'or de 4,011 en 2012, il a reconnu sa valeur. Ses compétences ont généré des millions et elle est devenue indispensable à l'exploitation. Le grand moment de Kevin est arrivé en 2015. Tony lui a donné un terrain, mais a refusé de lui prêter du matériel neuf. Kevin a travaillé avec du vieux matériel et a tout de même extrait un 0,16 d'or, soit 400 000 $. Cela a donné tort à Tony. Cela a tout changé entre eux. Mike a connu sa crise en 2016. Il a trop poussé son équipe, avec des quarts de travail de 14 heures. Ils ont quitté l'équipe en cours de saison. Il les a tous renvoyés et a formé lui-même une nouvelle équipe. Cette année-là, ils ont récolté 5,011, soit 2 millions de $. Même Tony a déclaré « Mike nous a sauvés ». En 2011, Tony Beats a rejoint Gold Rush. À l'époque, il n'était pas censé être un personnage principal. Discovery ne lui prévoyait que 3 apparitions dans la saison 2. Il était payé 10 $ par épisode. Rien d'extraordinaire, juste un Hollandais rustique en arrière-plan. Mais tout a basculé le jour où Tony s'est heurté au jeune Parker Schnabel. Les caméras ont surpris Tony en train de déverser une violente tirade d'insultes sur Parker, le traitant de gamin gâté et prétentieux qui ne tiendrait pas 5 minutes dans une vraie mine. Cette simple sortie a suscité plus de 50 0 commentaires en ligne en une seule journée. L'audience a bondi de 23% cette semaine-là, atteignant 3,2 millions de téléspectateurs. Discovery l'a remarqué. La chaîne l'a fait revenir, a augmenté son cachet à 15 000 $ par épisode pour la saison 3 et a porté son temps d'antenne de 8 à 20 minutes. Les téléspectateurs ont adoré son accent. Ils ont adoré sa franchise brutale. Ce qui devait être un rôle mineur est devenu l'emblème de la série. Un an plus tard, en 2012, Tony tenta un coup de maître. Remettre en état une vieille drague à or de 75 ans. Un projet coûteux, dont le lancement lui coûta à lui seul 200 000 $. C'est alors que le drame survint. Son fils Mike commit une erreur à la station de lavage et perdit accidentellement pour 50 000 $ de terre aurifère. Fou de rage, Tony s'écria « Tu viens de nous faire perdre notre maison, imbécile ». La vidéo fit le tour du web, cumulant 2,3 millions de vues sur YouTube en une seule semaine. Mais le pari s'avéra payant. La drague a extrait 3,011 d'or, d'une valeur de 1,2 million de $ cette année-là. Discovery a versé à Tony sa première prime de performance de 100 000 $.
Cet épisode est devenu le plus regardé de la saison avec 4 millions de téléspectateurs. C'était le début d'une formule gagnante. Conflits familiaux brutaux, enjeux importants et récompenses élevées. En 2014, la situation s'est compliquée. La drag Viking de Tony a pris feu pendant le tournage. Du liquide hydraulique s'est déversé dans le ruisseau Hunker. Les images ont fait un carton à la télévision. Mais en coulisses, Tony devait faire face à une amende environnementale de 400 $ infligée par les autorités du Yukon. Sa réponse face aux caméras fut sans détour. Ces bureaucrates du gouvernement peuvent aller se faire voir. Je travaille dans les mines depuis bien plus longtemps qu'ils ne sont nés. L'assurance de Discovery a pris en charge le nettoyage, mais Tony a tout de même déboursé 150 $ de sa poche. Cet épisode a attiré 5 millions de téléspectateurs, un record pour l'émission à ce moment-là. La même année, l'exploitation de Tony a permis d'extraire 4,0 onces de minerai, d'une valeur de 1,6 million de $. Discovery l'a récompensé par une augmentation de salaire à 25 $ par épisode. L'incendie avait fait de lui un symbole, à la fois marginal et rebelle. En 2018, Discovery a lancé une émission dérivée intitulée Gold Rush, The Dirt. Tony gagnait désormais 175 $ par épisode. Il n'était plus seulement un figurant à l'écran, mais une véritable marque. L'émission a dévoilé l'intégralité de son parc de machines d'une valeur de 5 millions de $. Ce parc comprenait 12 excavatrices, Hewitt Bulldozers, 4 stations de lavage et la légendaire drag Viking. Rien que cette année-là, les mines de Tony ont extrait 6,0 onces d'or, soit 2,4 millions de $. Il possédait tout le matériel sans emprunt ni location. Parker Schnabel, qui a visité le site de Tony, a déclaré que l'endroit lui rappelait la chocolaterie de Willy Wonka. Le slogan de Tony, « Ce n'est pas de l'exploitation minière, c'est du jeu », est devenu viral. L'émission a attiré en moyenne 2,8 millions de téléspectateurs. Tony pouvait la gérer seul. En 2023, il a réalisé sa meilleure année. Son équipe a extrait 7,0 onces d'or, d'une valeur de 2,8 millions de $, un record absolu pour un mineur dans l'histoire de l'émission. Cet épisode marquant a rassemblé 6 millions de téléspectateurs. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est le refus de Tony de se prêter au jeu des intrigues scénarisées. Il a dit au producteur sans embâge, « Ici, c'est de l'exploitation minière, pas du cinéma hollywoodien. Allez trouver vos drames ailleurs. » Et il a refusé de participer à de fausses pannes de matériel et à des disputes mises en scène. Les audiences n'ont pas baissé. Au contraire, elles ont augmenté de 15%. La saison s'est terminée par une célébration discrète au campement de Tony à Dawson City. Son équipe comptait 47 personnes. Face à la caméra, il a simplement déclaré « Après 30 ans au Klondike, j'ai prouvé que le travail acharné et une exploitation minière intelligente sont toujours plus efficaces que les drames télévisés. » De Dix $0 par semaine à l'âme de l'émission, Tony avait toujours fait les choses à sa manière. Ce même esprit rebelle avait failli lui coûter cher en 2014, lorsqu'il avait incendié un étang pour un rituel viking filmé. Il pensait qu'il s'agissait simplement d'une tradition théâtrale. Les autorités du Yukon n'étaient pas de cet avis. Elles l'ont poursuivi en vertu de la loi sur la pollution des eaux. La bataille juridique a duré jusqu'en 2017. Tony a écopé d'une amende personnelle de 6 $. Sa société, Tamarack Incorporated, a dû payer 25 $. Les fans ont été stupéfaits d'apprendre que sa mise en scène avait pollué les eaux locales. Pire encore, Tony avait été averti, mais avait ignoré la réglementation. Pour une fois, la série de Discovery a eu des conséquences bien réelles. En 2018, la situation s'est aggravée. Le ministère des Pêches et des Océans a refusé à Tony son permis d'exploitation de l'eau. La raison? Ces dragues détruisaient l'habitat du saumon. Sans eau, pas d'exploitation minière. Son équipe, plus de 30 personnes, est restée inactive pendant 3 mois. Cet arrêt lui a coûté 500 $. Lors d'une réunion publique, Tony s'est emporté, traitant les régulateurs d'écologistes extrémistes qui ruinent les familles travailleuses. Puis, des documents divulgués ont révélé que Tony avait omis de répondre aux questions environnementales dans ses demandes précédentes. Ses partisans l'ont défendu. 16 détracteurs, en revanche, ont été impitoyables, et Dawson City en a subi les conséquences. En 2019, Tony a tenté de faire appel des accusations liées à l'incendie de l'étang. Il a été débouté. Le juge s'est montré sévère, déclarant que l'incendie aurait pu et dû être évité. Tony a admis que ce n'était pas seulement pour les caméras. Il croyait vraiment que cela lui porterait chance. Le juge n'a pas été convaincu. Il a ajouté Dix $0 aux amendes, mais le sort s'est acharné sur lui.
Cette même saison, l'équipe de Tony a récolté 5,0 onces de poisson, soit environ 2 millions de dollars. Les amendes, qui s'élevaient désormais à 41,0 dollars, paraissaient dérisoires au regard des profits réalisés. Certains le qualifiaient d'imprudent, d'autres d'inarrêtable. En 2020, de fausses rumeurs ont commencé à circuler sur Internet. On prétendait que Tony allait être emprisonné jusqu'à 1 an, ce qui était faux. Mais en 2022, de sérieux problèmes sont réapparus. Des inspecteurs ont découvert une exploitation minière illégale sur ses concessions. Il risquait une amende de 100 dollars. Les travaux ont été interrompus. Cet arrêt a coûté à lui seul 300 dollars. Et il a été d'autant plus préjudiciable que le terrain qu'il s'apprêtait à exploiter contenait 4,0 onces d'or, d'une valeur de 1,6 million de dollars. L'équipe juridique de Tony s'est mobilisée. Ils ont évité l'amende maximale, mais ont dû accepter un suivi environnemental rigoureux. Même pour des professionnels chevronnés comme Tony, un seul faux pas pouvait tout faire basculer. Puis vint l'année 2025. Une nouvelle série de retards administratifs a failli tout paralyser. De nouvelles réglementations exigeaient des cautions coûteuses pour la restauration de l'habitat. Les permis de Tony ont été bloqués en pleine saison. Son équipe de 40 ouvriers était en danger. Chaque semaine de retard représentait 700 dollars de perte en or, sans compter les 200 dollars de frais fixes. En seulement 3 semaines, Tony a perdu plus de 2,1 millions de dollars. Il n'est pas resté les bras croisés. Il s'est rendu à Whitehorse, a rencontré les autorités de réglementation, a prononcé des discours et a exercé des pressions intenses. Les permis ont finalement été accordés, mais cela l'a profondément marqué. Il a publié un message sur Facebook déclarant qu'il se battrait contre ce système pour les générations futures. Plus de 5,0 personnes ont réagi. Les familles ouvrières de toute l'Amérique du Nord partageaient la même frustration. Derrière tout cela se cachait une vérité choquante. Tony Beats avait bâti un empire à partir de rien en 1980 pour en faire une exploitation minière valant 2,25 millions de dollars en 2025. Tamara Kinky détenait désormais 337 concessions au Yukon. Chaque année, Tony extrayait entre 1/500 et 2,0 onces de minerais pour une valeur comprise entre 3 et 4,1 millions de dollars. Son revenu net oscillait entre 1,5 et 2,2 millions de dollars. Discovery lui versait également entre 300 et 400 dollars par an. Il réinvestissait 70% de cette somme. En une seule saison, il dépensa 5 millions de dollars en matériel neuf. C'est ce réinvestissement qui lui permit de rester compétitif. Ses machines à elles seules valaient 5 millions de dollars. D'énormes Volvo, EC 950 et EC 550, ainsi que l'ancienne drag Walter Johnson, venue de Californie et expédiée au Yukon après seulement 6 saisons dans le sud. Ces machines tournaient 24 heures sur 24, 7 mois par an. Il utilisait de grosses soudeuses bleues, des XMT 350. Il y avait toujours quelque chose à réparer. Comme le dit Tony, il y a toujours quelque chose d'usé. Un pari de 400 $ sur une vieille machine à trémie s'est transformé en une véritable mine d'or. Mais Tony ne se contentait pas d'exploiter les mines. Il vivait aussi. Le soir, il se détendait à Puerto Vallarta, au Mexique. Apartment on bord de mer, jacuzzi sur la terrasse. Il dépensait 50 $ par an rien que pour ses vacances là-bas. Au total, il possédait 1,5 million de dollars en biens immobiliers, y compris l'appartement mexicain et sa maison au Yukon. Il avait même 800 $ en bourse. Pourtant, pendant la saison minière, il dormait sur un canapé dans une cabane rudimentaire du Yukon, avec de l'eau et du lait chocolaté au réfrigérateur. C'était tout. Aujourd'hui, à 65 ans, il travaille 12 à 14 heures par jour, 7 jours sur 7, durant la saison. Pluie, neige, beau, peu importe. En 2014, il a mis le feu à de l'essence dans un bassin de dragage et a écopé d'une amende de 31 $. Mais cela ne l'a pas arrêté. Rien ne l'a jamais arrêté.